Bonjour à toutes et à tous, c'est encore un cours virtuel, le quatrième me semble-t-il, où on est toujours, enfin on va aborder la troisième partie de ce chapitre consacré à l'histoire et à l'interprétation, troisième partie qui s'appelle l'histoire comme science humaine. C'est-à-dire que dans cette partie-là, on va voir, puisqu'on a pu voir ensemble avant que finalement le matériau historique pouvait être considéré comme subjectif, que certains philosophes, et deux en particulier, c'est Kant et Hegel, vont apporter de la rationalité dans ce chaos qui est celui de l'histoire, puisqu'on se rend compte effectivement que l'homme n'obéit pas à une histoire de causes et de conséquences, mais plutôt des raisons, des motifs qui vont mener à des conséquences, bref, que tout ça n'est pas très objectif, que c'est plutôt subjectif. Eh bien, on va voir comment Kant et Hegel réussissent malgré tout à discerner, distinguer des structures dans cette histoire des hommes qui paraît tellement désordonnée, bizarre, bordélique, et où finalement ce sont les raisons, plutôt les passions qui triomphent plus que la raison. Alors grand 3, l'histoire comme science humaine. On va aborder donc le petit a avec Kant ou le pessimisme modéré. Et ça commence comme ça. C'est au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, que naît cette idée selon laquelle c'est l'homme lui-même qui fait l'histoire. Plus précisément, naît l'idée que l'histoire est le devenir de l'humanité, ce qu'il y a de proprement humain en l'homme, à savoir la raison. Donc, dans ce XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui est fortement dominé par une histoire, par une idée de raison triomphante, Kant va essayer de chercher quelle est la raison pourquoi l'histoire avance de façon aussi désordonnée, aussi imprévisible et aussi étonnante parfois. Or, celle-ci étant susceptible d'un progrès indéfini, hein, on l'a vu avec Blaise Pascal, puisqu'on a lu ensemble ce fameux texte dans la grande introduction sur la culture, que effectivement Blaise Pascal nous dit c'est la raison qui fait évoluer notre histoire. Les animaux n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas de raison, ils ont plutôt un instinct. Donc tout tourne en boucle chez eux, tandis que nous, les êtres humains, eh bien, nous possédons cette raison qui fait que on passe en quelques milliers d'années de la hache en pierre taillée à l'iPad. Euh, donc souvenez-vous effectivement de ce texte de Blaise Pascal, lu dans la grande introduction sur la culture. Pour Pascal, l'humanité progresse sans cesse vers plus de technologie et de progrès. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi la politique, la science, etc. Car nous sommes, selon ses dires, faits pour l'infinité. Là aussi, hein, souvenez-vous, c'est ce qu'on avait vu ou plutôt lu dans ce fameux texte. L'histoire devient histoire mondiale. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on ne s'intéresse plus à l'histoire de son propre pays ou l'histoire immédiate telle qu'elle a pu se passer, mais on est effectivement sur une histoire mondiale. Depuis l'âge des cavernes jusqu'à aujourd'hui, comment l'humanité a-t-elle avancé, a-t-elle progressé? Il faut cependant noter que cette idée, que l'on dirait peut-être aujourd'hui utopiste, hein, c'est-à-dire voir dans l'être humain un progrès qui va sans cesse nous apporter plus de choses, eh bien cette idée utopiste était déjà nuancée par plusieurs philosophes au XVIIIe siècle. Et c'est le cas de Kant en particulier. Vous allez voir que Kant est assez nuancé sur son idée de raison. Hegel, plus tard, va l'être aussi. Kant, bien que profondément attaché à la pensée des Lumières, vous allez pouvoir le découvrir quand vous allez étudier pour les terminales ES son fameux livre Qu'est-ce que les Lumières, eh bien Kant modère un peu cette idée de progrès infini de l'histoire. Kant tient compte de la folie qui habite parfois l'homme, ce qu'on appelle les passions. Hein, vous voyez, raison, passion, c'est sans arrêt le tandem, les deux frères ennemis qui nous habitent sans arrêt. Si je suis mes passions, alors je vais faire un petit peu ce que je veux. C'est pas la passion au sens j'ai une passion pour le bricolage ou les figurines Pokémon ou je sais pas quoi. La passion, c'est vraiment à chaque fois qu'on se laisse aller, qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et Dieu sait que ça nous arrive assez souvent de se dire allez je me donne un coup de folie, je fais ça ou ça, et puis finalement ça n'a rien de rationnel. C'est ça la passion chez l'homme, hein. Raison, passion, c'est très très important parce que ce sont vraiment les deux antagonistes qui dirigent notre vie. Si par exemple vous vous dites oh bah tiens il y a le confinement en ce moment et puis allez, je vais aller faire un tour avec mes potes, j'en ai marre, c'est bon, allez-y, là vous allez obéir à vos passions, mais il faudra en payer les conséquences. Vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas tenu compte de vos actes. Si vous agissez de façon raisonnable ou rationnelle, eh bien vous allez écouter votre raison et vous allez vous dire bah se faire plaisir, on verra plus tard, en tout cas pour l'instant, on reste bien à l'abri. C'est ça, ce fameux couple raison-passion. Qu'est-ce qu'on écoute le plus? La raison ou la passion? Bah, il y a une alternance dans notre vie, il y a des moments où on est raisonnable et puis d'autres où on est passionné, on se laisse un petit peu aller. Souvent d'ailleurs, la passion est traitée, surtout dans les tragédies par exemple, de façon très sévère. Le roman passionnel le plus connu, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette viennent de deux familles antagonistes, il aurait fallu effectivement que ces deux jeunes gens écoutent leur raison
passion et se disent, eh bien non, je ne peux pas fréquenter ce jeune homme, cette jeune fille, puisque nos deux familles ne le veulent pas. Mais Roméo et Juliette se laissent aller à la passion, en l'occurrence la passion amoureuse. Et ça va se terminer plutôt mal pour tous les deux. Je ne veux pas spoiler la fin, mais en gros, ça se passe mal, quoi. L'histoire, voilà. Alors voilà pour Kant, hein. Alors écoutez bien parce que c'est important. Kant, bien que profondément attaché, je l'ai déjà dit tout ça, il n'oublie pas ce qu'il appelle l'insociable sociabilité de l'homme. Là, un bon coup de stabilo sur ce concept qui est extrêmement important chez Kant, l'insociable sociabilité de l'homme. Vous voyez qu'il y a une oxymore dans l'expression. Quand on est sociable, on n'est pas insociable. Quand on est insociable, on n'est pas sociable. Et pourtant, Kant dit si, on est les deux. Raison et passion. Ce qu'il veut dire par là, c'est que, nous sommes obligés, nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Si vous êtes enfermés dans des salles de classe, bon c'est pas le moment, c'est pas ça en ce moment, mais enfin dans la plupart des cas, c'est parce que vous êtes raisonnable et que vous vous dites, eh bien il me faut mon bac. Et pourtant, dit Kant, la seule chose qu'on aimerait faire, c'est aller se balader, aller faire autre chose que travailler. Et pourtant, on se raisonne à chaque instant parce que on a besoin des autres, on a besoin d'être avec eux au quotidien, mais nous dit Kant, on a du mal à supporter les autres. Et ça, c'est le fond de la nature humaine. On a toujours envie d'être le premier, on a toujours envie d'être le plus fort, on a toujours envie de se sentir plus malin que les autres. Et finalement, pour Kant, c'est ça qui est intéressant, c'est exactement ça qui fait avancer l'histoire. C'est-à-dire que s'il y a eu des grandes découvertes, s'il y a eu des grandes personnalités qui ont dirigé l'histoire de l'humanité, s'il y a eu des grandes inventions, des choses comme ça, c'est parce que certains voulaient absolument prouver aux autres qu'ils étaient meilleurs qu'eux, qu'ils étaient des meneurs d'hommes, qu'ils étaient capables de diriger des révolutions, des armées, qu'ils avaient plus d'intelligence que les autres. Et donc, parce que nous sommes au contact des autres, mais nous ne les aimons pas trop, nous voulons toujours, chacun d'entre nous, tirer notre épingle du jeu. Et bien, c'est ça qui fait avancer l'humanité. Donc il y a un profond paradoxe là-dessus. J'ai besoin des autres, je suis au milieu des autres, la société est faite comme ça, mais j'ai envie de me distinguer des autres, de quitter un peu le troupeau, d'être le meilleur. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au 19e siècle, Schopenhauer, qui pense un petit peu la même chose, va raconter une petite histoire assez intéressante. C'est une sorte de petite fable. C'est la fable des porcs-épics. Schopenhauer dit c'est un matin d'hiver où il y a des porcs-épics qui sont là dans la forêt, dans une petite grotte, puis il fait très froid. Et les porcs-épics se disent on va se serrer les uns contre les autres pour avoir un petit peu plus chaud, pour vaincre le froid. Le problème, c'est que comme ces porcs-épics ont des épines, ils se blessent les uns les autres en se rapprochant. Donc ils vont s'éloigner. Et puis ils ont à nouveau froid. Alors ils vont se rapprocher les uns des autres. Eh bien, nous dit Schopenhauer, les hommes, les êtres humains, nous sommes exactement comme ça. On a besoin des autres, alors on se rapproche d'eux, et puis ils nous énervent, ils nous agacent, on n'a pas envie d'être avec eux, alors on se recule, et puis à nouveau, on repart vers eux. Et c'est cette insociable sociabilité qui fait que nous avons besoin des autres, mais nous avons beaucoup de mal à supporter les autres. Alors voilà ce que dit Kant. Il n'oublie pas ce qu'il appelle donc l'insociable sociabilité de l'homme. Il n'oublie pas que l'histoire est faite de guerres sanglantes, d'oppositions et de conflits, etc. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est énormément ça, des conflits, des guerres, des crises. Comment expliquer la présence de celle-ci si l'histoire est bien synonyme de progrès de la raison ? Pour Kant, il y a un plan de la nature selon lequel les dispositions naturelles de l'homme tendent vers leur réalisation intégrale. Or, celle-ci ne peut avoir lieu instantanément. Elle est l'objet de tentatives répétées. Elle suppose un développement progressif, une histoire. Quant au conflit, il est nécessaire à la civilisation. Sans lui, les talents individuels ne se manifesteraient jamais, l'homme demeurant à un stade animal caractérisé par la paresse. Si on était resté des animaux, dit Kant, ce serait formidable, parce que, on serait tous chacun dans notre coin, et on ne s'agresserait pas, on serait un peu indépendants les uns des autres, un peu comme chez Rousseau finalement, gentil mais pas très solidaire. Mais il y a le besoin qui est là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de découvrir, on a besoin de comprendre, on a besoin d'inventer des choses. Alors, on va se frotter aux autres. Mais qui s'y frotte s'y pique, comme on dit. Oh, quelle belle expression. Qui s'y frotte s'y pique. Et donc, on va se rapprocher des autres, mais juste pour leur prouver qu'on est meilleur qu'eux. Donc, plus de paresse. On se pousse aux fesses pour être le meilleur, pour être le premier, pour être le plus compétitif, le plus impressionnant, le premier, toujours. C'est l'insociabilité qui pousse l'homme à la sociabilité. Là aussi, on peut le souligner ou le surligner, il y a encore une fois ici un oxymore, mais un paradoxe qui est intéressant et qui fait avancer l'histoire. Cette dernière donne ensuite lieu à une association morale des hommes qui devient elle-même organisation civile, cette dernière formant le cadre où se réalisent les dispositions naturelles.
Donc la société, c'est ça, c'est quelque chose qui nous pousse aux fesses, qui nous pousse au cul, pour qu'on soit sans arrêt plus compétitif. Et Kant, d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, je ne sais plus lequel exactement, compare ça à une forêt. C'est intéressant parce que voilà comment il dit les choses. Vous êtes devant une forêt où il y a des beaux arbres, des grands arbres qui poussent très très haut. En fait, pourquoi est-ce que ces arbres sont si beaux, si forts? Pourquoi est-ce qu'ils ont poussé aussi bien? Bah, simplement parce qu'ils se gênent mutuellement. C'est-à-dire que les arbres qui poussent, s'il y en a un qui pousse un peu plus que l'autre, il va faire de l'ombre à l'autre et l'autre va mourir. Alors l'autre va devoir lui aussi pousser et être plus grand, plus fort que ceux d'à côté. Et puis cette espèce de compétition perpétuelle dans la nature va donner des grandes et belles forêts. Et bien Kant nous dit, si on a une grande et belle histoire, si on a des grandes et belles sociétés, c'est parce que nous n'arrêtons pas de nous faire de l'ombre les uns les autres et que nous essayons effectivement de tirer, encore une fois, notre épingle du jeu. Alors on va lire ce texte dans votre manuel, donc hop, munissez-vous vite, vite, vite de votre manuel. Ah ben non, vous pouvez faire pause, donc c'est bon pour vous. Ça se passe aux pages 296 et 297 de votre manuel. On ne va lire que le texte numéro 2, mais s'il vous plaît, lisez aussi les autres textes qui sont très très intéressants. Lisez-les pour vous, pourquoi pas d'ailleurs m'en faire un petit résumé ou répondre aux questions, hein. Vous êtes libre de le faire, mais c'est bien de le faire. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes curieux, et j'espère que vous le serez, lire les pages 294 et 295 qui sont explicatives de la philosophie de Kant concernant l'histoire et concernant la société. Alors, c'est parti pour cette lecture du texte qui expose en détail ce qu'est cette fameuse insociable sociabilité, cet oxymore, ce paradoxe profond qui habite notre sens de l'histoire, l'insociable sociabilité. J'entends par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes. Oh, s'il te plaît, tu arrêtes de bavarder, ça me manque, alors je fais un petit peu ça. L'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d'une répulsion générale à le faire. Vous voyez, on retrouve cette idée, j'aime pas les autres, j'ai pas envie d'être avec eux, mais je suis obligé d'être avec eux. Menaçant constamment de désagréger cette société. L'homme a un penchant à s'associer car dans un tel état, il se sent plus qu'homme par le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension, c'est-à-dire une grande capacité. Ah, je crois que mon image a figé, c'est embêtant. Voilà. Eh bien, c'est embêtant ça, mon image. Pourquoi est-ce qu'elle fige comme ça? Ouh, bonjour. Image figée. Alors écoutez, je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais en reprendre une où on reprendra le texte à zéro. À plus tard.